Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Julien Bargeton. Bonjour Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Julien Bargeton, et bienvenue dans Comme d'Archi. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Bonjour et merci. Heureuse de vous recevoir aujourd'hui, tant votre rôle est emblématique de cette discipline via la Cité, discipline que je m'attache moi-même à faire découvrir et à défendre, notamment depuis 2017, avec le présent podcast, et avec mes petits bras aussi, par rapport aux merveilleux outils que vous dirigez, C'est très bien que vous orchestrez. de diffuser le goût de l'architecture parce qu'on a bien besoin, c'est une discipline complexe et donc plus il y a de canaux pour la faire aimer et la faire comprendre, c'est parfait. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet avec le goût. Alors en général, c'est le goût de l'architecte. Là, ça va être votre goût en matière de cuisine, très insolite. Je trouve qu'il y a une belle relation entre l'architecture et la cuisine. Alors, quels sont vos goûts culinaires? Est-ce que vous aimez d'abord les plaisirs de la table? Et pouvez-vous évoquer un souvenir ou des souvenirs gustatifs? J'aime beaucoup la cuisine, hein, j'aime beaucoup manger. Alors si je devais choisir un peu mon menu préféré, enfin si je devais faire plat, entrée, dessert, donc ce que j'aime particulièrement c'est les couteaux. J'aime beaucoup les couteaux. J'aurais pu dire l'équerre pour l'architecte, mais non, il y a pas. Non, j'aime vraiment beaucoup les couteaux. Ouais, c'est très très bon. Produits de la mer? Produits de la mer. Pour une viande, je crois que si je devais choisir, c'est le veau que je préfère, le quasi de veau. Voilà, s'il est bien rosé, s'il est parfait. Et j'ai vraiment une bouche sucrée. Alors pour les desserts, c'est très difficile. Tout ce qui est à base de pâte d'amande, voilà, alors ça ou de crème, donc ça peut être là tout ce qui est aussi la pistache. Alors les pastéis de nata qui nous viennent de Lisbonne ou d'autres desserts sucrés. Mais enfin j'en ai beaucoup. Voilà pour. Donc vous êtes un gourmand. Oui. Un souvenir. Hélas ou tant mieux. Ouais. Je pense que c'est bon signe en général. Ça prouve qu'on est une bonne nature, je pense. Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors des souvenirs gustatifs, j'en ai beaucoup parce que mon grand-père et ma grand-mère vivaient dans les Cévennes et de mon père comme de ma mère, puisque mes parents se sont rencontrés dans le même village cévenol. Mon grand-père maternel et ma grand-mère paternelle, donc c'est croisé, étaient tous les deux d'excellents cuisinières et cuisiniers. Alors là, j'ai beaucoup de souvenirs gustatifs. Ma grand-mère faisait par exemple des beignets d'aubergine à tomber par terre. C'est un souvenir incroyable. Elle faisait aussi beaucoup de tourtes, des tourtes aux champignons par exemple, qui étaient vraiment délicieuses. Et mon grand-père avait un jardin magnifique et tous les produits venaient du jardin. Il pouvait par exemple cueillir une pêche blanche, une par jour parce qu'il avait qu'un pêcher, mais c'est vraiment Madeleine de Proust. C'est-à-dire que je n'ai jamais retrouvé le goût de cette pêche blanche qui était celle du jardin de mon grand-père quand j'étais enfant et jeune homme. Et également, il faisait ce qu'on appelle, non pas des épinards, parce qu'en général, les enfants n'aiment pas les épinards, mais il faisait des herbes, c'est-à-dire des côtes de blettes qui sont vraiment hachées menues. Or, même enfant, j'adorais ça. Voilà. Et je n'ai jamais retrouvé ce goût-là dans les épinards, parce qu'il appelait ça, c'est lui qui appelait ça des herbes, ça avait un goût un peu de fer, de réglisse en même temps. C'était absolument divin, mais c'est vrai que il hachait très menu ces côtes de blettes. Voilà, j'ai énormément de souvenirs gustatifs liés à mes grands-parents, énormément. Et bien sûr, ma mère aussi fait très bien la cuisine. Et donc, si je dois en citer un de ma mère, quand même, c'est la paella, parce que ma mère fait une paella divine. Voilà. Bon, et vous aviez le droit d'aller cultiver avec votre grand-père ce jardin? Alors, on y allait. Bon, il était quand même, il préférait rester, mais parfois on donnait un petit coup de main. Voilà, il nous faisait notamment, comme il n'était pas du tout traité son jardin, il y avait absolument aucun produit, pas de sulfate, pas du tout. Donc, par exemple, on tuait à la main ces insectes qu'on appelle les doryphores. Vous savez, qui dévorent les feuilles, notamment des légumineuses. Avec les rayures. Voilà. Et donc, on attrapait les doryphores et on les écrasait. Alors, ça peut paraître violent, mais quand on est enfant,
En fait, on adore ce genre de choses. Voilà. Oui. C'est bon. Et donc, on lui donnait un coup de main pour ça. On cherchait sous les différentes feuilles les doryphores qui s'y trouvaient. Mais objectivement, il s'y levait très tôt. Il y passait une grande partie de sa journée. Et nous, on avait plutôt tendance à se reposer quand on était en vacances. Bon. En tout cas, ce sont de beaux souvenirs. Alors maintenant, on va attaquer sur un sujet qui est celui de votre parcours pour essayer de comprendre de vos études. Vous êtes quand même passé par de nombreuses grandes écoles. De là jusqu'à la Cité de l'Architecture, comprendre un petit peu comment les choses se sont imbriquées. Voilà. En fait, c'est vrai que je suis président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mais je ne suis pas du sérail. Je ne suis pas du sérail de ce monde-là. Je suis ni architecte, ni conservateur du patrimoine. Et donc, j'ai plutôt un parcours qui était au départ un parcours administratif, de hauts fonctionnaires et politique, puisque je me suis intéressé aussi à la politique. Mais bon, je m'y retrouve bien à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine parce que il y a aussi une dimension politique au sens noble du terme dans l'architecture et le patrimoine. On y reviendra. Donc, pour moi, c'était un parcours assez naturel parce que j'ai aussi toujours été intéressé par les politiques publiques en matière de culture. Par exemple, j'ai été au Sénat et j'ai rédigé un rapport sur le financement de la filière musicale. J'ai été premier adjoint à la culture dans le 20e arrondissement. J'ai participé à de nombreux jurys d'architectes quand j'étais adjoint à la ville de Paris et j'étais vice-président de la commission culture au Sénat. Je me suis toujours beaucoup intéressé à toutes les politiques publiques de la culture et donc c'était vraiment pour moi un goût de pouvoir travailler dans ce domaine-là parce que je trouve que l'accès à la culture est évidemment une clé de compréhension du monde, de réduction des inégalités et puis de sens de la vie parce que quand même ce qui donne un supplément de sens à la vie, c'est l'art. Ce qui nous permet de vivre 1000 vies en fait, que ce soit par un bon film, un bon livre ou une belle architecture. Bien sûr. Mais l'architecture en particulier. L'architecture en particulier, j'ai toujours c'est vrai que je suis parisien, mes parents étaient du Sud et moi je suis né à Paris et j'ai toujours été fasciné par l'architecture. Je dois dire du fait de mon lieu de naissance et de vie plutôt parisienne, c'est-à-dire Haussmann, les évolutions de Paris. J'ai toujours aimé comprendre, comparer ça, les lignes de 37 mètres, de 57 mètres, le plan d'urbanisme. Et la compréhension de d'où vient tel bâtiment, de quelle époque. Et c'est vrai que je me baladais souvent dans Paris, mais mes amis avaient tendance à dire, ah bah dis donc, non pas tu nous bassines un peu, mais dis donc qu'est-ce que tu aimes parler de ça, d'essayer de montrer des systèmes de portes. Pourquoi on trouve par exemple une porte de grande taille, parce que c'était pour y faire rentrer les chevaux, avec les cochers qui devaient rentrer dans les hôtels particuliers parisiens. C'est un exemple, mais parfois dans le 20e arrondissement, des escaliers ronds comme ça, qui traduisent le fait qu'en dessous il y avait par exemple un commerce de vin, et donc il fallait pouvoir faire rouler les barriques, et donc on retrouve comme ça dans certaines rues les traces de ce qu'a été l'histoire. Et j'ai toujours eu ce goût pour faire le lien entre l'histoire d'une ville et ce qu'on en voit aujourd'hui, et y compris d'ailleurs avec un goût pour l'architecture contemporaine. Par exemple, les œuvres de Frédéric Borel dans le 20e arrondissement, où j'ai très longtemps vécu et où j'ai été élu. Donc Frédéric Borel, un architecte qui a beaucoup travaillé, et notamment avec ce bâtiment de logement en triangle inversé comme ça, qui m'a toujours fasciné. Donc j'avais toujours ce goût-là, lié à Paris et lié aussi aux vacances. À chaque fois que je vais en vacances, je visitais les sites, les châteaux, les sites archéologiques. J'ai toujours eu en fait un goût, sans être un spécialiste, je pourrais pas me prétendre être un spécialiste vraiment connaisseur absolu de l'architecture, mais j'ai toujours eu une envie de comprendre ce qu'on voyait autour de soi, quoi. Mais vous n'aviez pas envie de faire de l'architecture ou alors bizarrement, ou un double parcours architecte-ingénieur bizarrement, j'ai jamais. Alors j'ai pu m'interroger à un moment sur le fait d'être ingénieur. Bizarrement, je me suis jamais posé la question de l'architecture quand j'étais plutôt un bon élève ou qui est assez aisé à l'aise dans toutes les matières, les disciplines. Je me suis jamais posé la question de l'architecture, peut-être parce que j'étais mauvais en dessin. Et on dessinait de la perspective déjà au lycée etc. Et j'étais quand même pas très doué. Et j'ai hésité entre des études littéraires, des études d'ingénieur et Sciences Po. Finalement, j'ai fait Sciences Po. Je me suis intéressé à l'histoire, et donc dans l'histoire, il y a beaucoup l'architecture, même si malheureusement à l'école en France, par rapport à l'Italie, on n'apprend pas beaucoup l'histoire de l'art et ni de l'architecture jusqu'au lycée. Bon, les programmes sont déjà chargés, c'est un débat, mais c'est vrai que on arrive quand même au baccalauréat sans bagage très fourni sur l'architecture ou l'histoire de l'art par rapport à d'autres pays. Mais bon, moi, c'était une passion, et le lien avec l'histoire politique
qui m'a toujours intéressé, évidemment, que ce soit les phalanstères, Fourier, l'histoire du... Enfin, il y a toujours un lien très étroit en France entre l'histoire et l'architecture, les traces qu'elle a laissées, puisque les villes ont été notamment façonnées par l'histoire royale, puis la Révolution. Une ville comme Paris, par exemple, n'a pas vraiment été détruite par un grand incendie, ni un tremblement de terre. Même les nazis, avec toutes les horreurs qu'ils avaient commises, n'ont pas osé la détruire. Donc Paris est une ville... C'est pas passé loin, mais... C'est pas passé loin, on se souvient du film Paris brûle-t-il, mais c'est une ville qui a plutôt été façonnée, en fait, par l'urbanisme. Déjà, bien sûr, la place des Vosges, etc., ou évidemment les grandes artères, avant même Haussmann, Rambuteau, par exemple. Bon. Donc ça, ce lien-là m'a toujours vraiment fasciné, mais c'est vrai que n'ai pas été tenté, dans mon jeune âge, par des études en architecture. Ensuite, j'ai fait d'autres types d'études, mais j'ai toujours gardé ce goût pour les politiques culturelles. Voilà. Et donc, l'ENA, on était loin de l'architecture ? Alors, l'ENA, on était loin de l'architecture, oui et non, parce que, en plus, moi, j'ai fait l'ENA quand c'était arrivé à Strasbourg, donc dans une ancienne commanderie très belle, etc., où là, il y avait un geste contemporain sur un bâtiment ancien. Donc, déjà, dans ce lieu qui est au bout, de la petite France, qui est tellement beau, c'est un très bon souvenir. D'ailleurs, Strasbourg, soit dit en passant, on va projeter un film immersif sur Strasbourg dans nos collections très bientôt, en 2027. Donc il y a bien sûr ce lien-là, ce lien des territoires, et puis aussi évidemment les matières administratives appellent peu quand même de lien avec l'architecture. On peut pas dire qu'on étudie ces sujets-là. Il y a quand même toujours ce que je vous disais, on analyse les politiques publiques, et donc les politiques culturelles, les politiques de l'environnement, etc. font partie de ce qu'on apprend dans les écoles d'administration. D'accord. Votre premier emploi, en fait, vous êtes... Je suis sorti à la Cour des comptes, donc j'étais magistrat financier. Je suis toujours magistrat financier. J'ai toujours eu aussi ce goût-là pour les budgets, la bonne gestion. C'est important quand on dirige un établissement public d'être aussi attentif aux deniers publics, à une bonne utilisation des ressources. Ça, c'est évidemment très important. Et donc, j'ai gardé ce goût aussi pour les finances. C'est aussi, quand j'étais adjoint dans le 20e arrondissement, j'étais à la fois aux finances et à la culture. Je pense être à peu près le seul. Je voudrais pas mentir, mais je pense que je suis un des rares élus à avoir eu en même temps le portefeuille de la culture et le portefeuille des finances. Ce qui permettait d'avoir une action culturelle assez dense. Mais c'était évidemment aussi une de mes dimensions avec la culture. J'ai aussi toujours cette dimension budgétaire en tête. Ouais, du coup, la Cité de l'Architecture est entre bonnes mains. Si vous... Merci. Voilà, avec... cette appétence pour la culture d'un côté et le sens des réalités avec les finances de l'autre. Ensuite, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'ENA, parce que je crois que c'est votre dernière école? Oui, parce que je voulais travailler dans le public. Là aussi, je me suis longtemps posé la question, mais j'avais un goût du public, soit par la politique, soit par l'administration. Et donc, j'ai vraiment accompli cet objectif et aussi l'idée de travailler quand même dans la culture. Ça, c'est quelque chose qui m'a rapidement intéressé par ce goût, notamment sur l'ensemble des arts. Et ce que je veux faire aussi à la Cité, c'est-à-dire faire dialoguer les arts entre eux. Parce que je pense qu'il n'y a pas trop de distinction. On utilise souvent les mêmes termes pour parler des arts, l'harmonie, la composition, le rythme, que ce soit en musique, en peinture ou en architecture. C'est à peu près toujours les mêmes termes qui sont utilisés parce qu'il n'y a pas 36 termes pour décrire les arts et je pense que c'est assez significatif. Et donc, ça me permet aussi de déployer ce que j'aimais bien faire déjà aussi dans le 20e, qui est le croisement des regards et des publics. Par exemple, j'avais monté un festival d'art dans l'espace public qui était donc d'art urbain, parce que ça permet des rencontres de hasard aussi, des personnes qui ne savaient pas forcément qu'un festival avait lieu et qui voient tout d'un coup une compagnie de danse réaliser une performance. Donc moi j'aime beaucoup les étincelles par le croisement des publics et des regards. Il faut faire venir à l'architecture. Et là vous avez un terrain de jeu incroyable, parce que les volumes quand même de la Cité... C'est un lieu unique au monde, c'est un lieu très singulier, particulier, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, 26 000 mètres carrés, face à la Tour Eiffel, le plus grand musée d'architecture du monde, une des plus belles bibliothèques d'architecture du monde, la plus grande d'Europe, pas la plus grande du monde, mais la plus grande d'Europe, des archives de 10 kilomètres de rayonnage d'archives d'architectes du XXe siècle et du XXIe siècle, des colloques très intéressant et une école qui forme les architectes du patrimoine. Donc c'est un ensemble phénoménal, absolument singulier, dans un espace qui est bizarre, mais
tellement fascinant, quoi. Oui, mais il y a de l'amplitude. Ah ouais, il y a beaucoup de mètres cubes. Oui. Il y a plus de mètres cubes que de mètres carrés, mais écoutez, c'est l'exception qui veut confirmer la règle. Non, parce qu'il y a des hauteurs de plafond extraordinaires. Oui, mais comme toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un espace, c'est des volumes en termes d'architecture incroyables. Et ce bâtiment de 1937 de Carlu, Azéma et Boileau. Donc, il faut en jouer, il a ses contraintes, mais je crois qu'il est incroyable et il faut qu'on le mette davantage sur la carte mentale des Parisiens, des Franciliens et des Français. Il est moins connu que d'autres musées, voire très connu. Voire international. Mais bien sûr. Les touristes, ils viennent objectivement, soyons réalistes, pour la vue sur la Tour Eiffel, mais ils sont éblouis par ce qu'ils ne s'attendent pas à voir, c'est-à-dire ces reproductions à l'échelle. Prodigieuse, c'est-à-dire qu'on a reconstitué en copie, en moulage en plâtre, à l'identique, c'est-à-dire en termes de volume, de surface, les tympans aussi célèbres que ceux de Conques, Moissac ou Vézelay, et tous les éléments de chapiteaux, de colonnes, etc. Du coup, toutes ces collections venaient du musée des Monuments Français, c'est Exactement. Ça C'était le musée d'abord de la sculpture comparée, que Viollet-le-Duc voulait réaliser, mais qu'il n'a pas pu voir puisqu'il est mort en 1879 et puis il n'avait pas trouvé la place. Et l'idée a été de l'installer là où avait eu lieu l'exposition universelle en 1878, ce bâtiment construit par Daviou. Et en 1882, donc, est ouvert le musée de la sculpture comparée. À l'époque, il faut imaginer qu'il y avait aussi des copies d'œuvres égyptiennes, d'œuvres grecques. L'idée de Viollet-le-Duc était de montrer que la France faisait aussi bien que les grandes civilisations. C'était évidemment un moment important de dire le roman et le gothique ont été oubliés, mais Viollet-le-Duc est l'homme qui a redonné le goût, à la suite de Victor Hugo, de Prosper Mérimée, etc., de toute cette tendance du 19e siècle, sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, avec beaucoup de guillemets, un revival, en mauvais français, donc de finalement faire connaître et reconnaître ce qui avait été effacé par la Renaissance, c'est-à-dire le roman et le gothique. Et c'était cette idée-là. Et ensuite, ce musée, quand il a été transformé par Carlu, Boileau, Azéma en 1937, pour une autre exposition universelle, au moment où ils détruisent le palais qui est au milieu, mais où ils conservent les ailes et où ils les doublent, eh bien, ce musée devient le musée des monuments français. C'est intéressant en termes historiques. On est dans les années 30. On retire la sculpture italienne, on retire la sculpture grecque, il y avait aussi des éléments d'Angkor, par exemple, des grandes civilisations pour montrer que toutes les civilisations se comparaient et se valaient. C'est très belle idée quand même de cette époque-là. Et là, on revient dans une idée où on est plus face à des périls, face à un moment compliqué. Et donc, on appelle ça le musée des monuments français, aussi pour réaffirmer, je crois, à ce moment-là, une visée, on peut dire patriotique si on est dans un élément positif, mais peut-être nationaliste aussi. Et puis, ce musée a été de nouveau transformé une troisième fois, en 2007, pour devenir la Cité de l'architecture et du patrimoine, avec des collections, cette fois aussi, contemporaine. Voilà. Et l'idée, c'est un peu de sortir aussi de la muséification pour faire vivre en fait ces collections et les confronter à l'actualité architecturale et réfléchir sur l'avenir. Exactement. Et c'est important, il y a aussi cette dimension à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Nous avons un département qui est consacré à l'organisation de conférences, de journées d'études, de colloques, de symposiums, etc., pour faire connaître l'architecture contemporaine et parler de prospective, c'est-à-dire se projeter vers l'avenir. Ça, c'est une des façons de le faire pour ouvrir, mais on ouvre aussi, comme je vous le disais, en faisant des cycles sur la littérature, pour faire rencontrer des écrivains qui montrent comment ils s'inspirent de l'architecture, en y mettant de l'art contemporain, par exemple, ou également en faisant la fête de la musique. Là aussi, c'est l'idée de faire dialoguer les arts pour finalement créer ces rencontres avec l'architecture. Comment a vécu la Cité en 2024 au moment des JO? Parce que vous aviez une place quand même très privilégiée. La Cité a participé largement aux Jeux Olympiques déjà via cette exposition. Et puis nous avons aussi permis quand même, puisque nous avons la gestion du parvis, que le parvis reste ouvert pour les touristes au moment où il y en avait beaucoup pour admirer encore la Tour Eiffel. Ça a été un tour de force que nous avons parfaitement réussi. Là, j'en suis très content et grâce aux équipes d'ailleurs de la Cité, c'était quelque chose qu'il fallait faire très rapidement, d'ouvrir ce parvis. Et puis bien sûr, il y avait tout ce qui se déroulait autour, notamment en dessous de la Tour Eiffel et donc pas loin de la Cité. C'est vrai que nous étions au cœur des événements à ce moment-là, mais c'était un moment très fort et ça montre aussi que des équipes savent se mobiliser pour des événements aussi exceptionnels. Bon, alors vous parliez d'avenir. Alors en 2026, la programmation. On a Minnie Mouse,
qui est une démarche qui en est déjà à sa 10e édition, que Fiona Meadows avait déjà, la commissaire, présentée dans Comme d'Archi en 2024, mais qui est vraiment intéressante parce que là, on est sur une édition qui réfléchit sur la super cabane, c'est ça, et des interventions dans les écoles. Et du coup, finalement, les enfants réfléchissent déjà dans leur parcours à ce qu'est construire et comment construire aujourd'hui avec tous les défis qu'il y a devant. Minimaos, c'est un concours qui est à destination des écoles de tout niveau, puisqu'il y a aussi une partie maternelle, élémentaire, collège, lycée, etc. Et puis, bien sûr, aussi à destination des écoles d'architecture, de design et des beaux-arts, et qui ont travaillé sur ce très beau thème de la cabane. La cabane, évidemment, c'est quand même tout d'un coup le monde de l'enfance qui remonte comme ça à la surface. On a construit des cabanes, enfin, en tout cas, moi, je construisais des cabanes dans les Cévennes pendant ces vacances. J'en ai construit beaucoup avec mes cousins, parfois perchés, parfois en bas, enfin de tout type. Et donc la cabane évidemment résonne comme ça avec un élément d'enfance, mais aussi avec cette idée d'instabilité, de non-permanence qui correspond à cette architecture qu'il faut repenser face aux urgences. Et donc c'est un peu contradictoire, mais c'est très intéressant parce que l'architecture, dans ce terme-là, on pense au dur, au solide, au durable. Oui. Si on fait de l'architecture, c'est les grands bâtiments qui tiennent 200 ans, 300 ans, qu'on voit encore. Et aujourd'hui, il y a une réflexion autour d'une architecture un peu plus différente, légère, etc. Donc la cabane permet d'interroger ce sujet-là, mais tout en restant dans la beauté. Et donc nous montrerons les plus beaux projets réalisés par les écoles à la Cité de l'Architecture, qui viendront présenter leurs maquettes et certains grands formats de cabanes. Voilà, alors dessiner Taïwan. Ah oui, alors dessiner Taïwan, c'est évidemment aussi l'idée là de faire venir des artistes qui travaillent directement à la Cité. On l'a fait avec des écoles et là on le fait avec donc un artiste taïwanais qui va venir créer en direct. C'est assez rare que nous fassions ça. On a fait de la danse également sous la coupole de Cahors. Ça se passera d'ailleurs au même endroit, sous cette magnifique coupole de Cahors, qui est une reproduction, mais une reproduction qui est située à 8 mètres à la Cité, alors que la coupole de Cahors est évidemment beaucoup plus haute in situ. Et là, on la voit à la Cité de façon absolument remarquable. Et donc, nous y avons produit déjà de la danse contemporaine. Et là, donc, il y aura un artiste taïwanais qui va réaliser en direct des œuvres face au public. Voilà, ça aussi, une façon d'ouvrir de nouveaux champs. Il est architecte, il travaille sur cette notion d'architecture. Et donc, voilà, c'est aussi d'ouvrir de nouveaux regards sur nos collections. Alors, ces choix, on vous les propose, vous en proposez dans les deux cas, on a bien sûr une stratégie qui est définie. Notre programmation s'équilibre entre des expositions d'architecture, qui sont par exemple des résultats de concours d'architecture, donc des expositions d'architecture sur l'architecture des grands magasins, l'architecture du sport, etc. Des expositions qu'on pourrait dire plus patrimoniales, qui sont voilà aussi sur des sujets qui touchent aussi à nos collections, le roman, le gothique, la Renaissance, et puis le 19e, etc. Plus pédagogique peut-être. Patrimonial. Et puis des expositions également tournées vers l'art contemporain pour croiser les publics dans nos collections. L'important, c'est de faire revenir le public dans les collections, et notamment en créant des événements. Et donc, à la fois, nous cherchons, nous choisissons, nous proposons, nous demandons à des commissaires de travailler, et puis nous recevons aussi des propositions spontanées. Et ensuite, dans un comité, nous croisons ces propositions, mais toujours pour les rendre cohérentes avec nos choix propres de programmation qui sont stratégiques. On sait aussi qu'il faut qu'on travaille toujours sur les questions d'écologie, les questions sociétales et les questions de création architecturale, parce que notre rôle aussi est de mettre en avant les architectes, les jeunes et les reconnus. Donc ça, c'est aussi évidemment toujours un guide très très précis. Il y a toujours un colloque sur l'écologie par an réalisé avec des écoles d'architecture à la Cité, par exemple. Et il y a régulièrement des grandes expositions qui font appel à la question des défis écologiques aujourd'hui. Donc c'est ce mélange-là qui permet de croiser et d'attirer le maximum de public. Au niveau des équipes, dans ces 26 000 m², vous êtes combien ? À la Cité, nous sommes 130 à la Cité, sachant que il y a aussi des prestataires qui assurent une partie du travail, etc. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui sont sur place à tout moment que 130. Mais nous sommes 130 dans les... Voilà, c'est un établissement ça lui permet une certaine agilité, souplesse, pour pouvoir prendre des décisions rapides et aussi monter des expositions parfois très rapidement. Voilà, c'est une chance. Je trouve que c'est une bonne taille. La Cité, elle est à échelle humaine. Voilà, elle est à la bonne échelle, un peu comme les œuvres qu'elle expose à l'échelle 1.
Alors, il y a le Grand Prix d'architecture qui va être exposé à l'automne, l'atelier d'architecture Perronin. Oui. Ça, c'est aussi ce que je vous disais, c'est notre rôle. Donc, nous présentons une exposition sur le Grand Prix d'architecte. La dernière fois, c'était Philippe Prost et maintenant Gilles Perrodin. Mais de même que nous faisons, les autres années, les expositions sur les albums des jeunes architectes et paysagistes. Oui. Donc, ce sont ces deux opérations, le Grand Prix et les jeunes architectes et paysagistes, sont pleinement réalisés avec le ministère de la Culture, qui nous finance d'ailleurs pour le faire, qui nous aide, et qui est effectivement des expositions qui font découvrir. Alors, ça intéresse parfois aussi un public, il faut le dire, peut-être plus confirmé, plus spécialisé. Les architectes viennent voir. Notre rôle, c'est évidemment de l'ouvrir au maximum de public pour montrer ce que c'est que l'architecture aujourd'hui. Donc, on travaille avec les architectes et c'est toujours passionnant cet échange. Ils doivent faire un catalogue, ils doivent faire une exposition. C'est un défi, parce que exposer l'architecture est un sujet en soi. Et donc, alors justement, j'avais adoré avec Philippe Prost, finalement, la manière dont il s'est infiltré dans il a une dimension patrimoniale forte dans son travail. C'est pour ça. Donc il s'est infiltré dans les... C'était très beau. C'était beau. On a gardé l'idée, alors pas pour le Grand Prix, mais on a gardé cette idée. Il nous a donné beaucoup d'idées d'ailleurs aussi pour les fléchages, pour la signalétique. Vous voyez, les expositions temporaires nourrissent les collections permanentes et inversement. Et puis, il nous a donné cette idée que on pouvait intervenir au sein des collections. Et c'est pour ça que Fabienne Verdier, par exemple, est au sein des collections là où il avait lui-même exposé Philippe Prost, ainsi que l'exposition sur le color field américain qui est en haut dans les chapelles autour de la coupole de Cahors. 2 expositions d'art contemporain qui prennent place dans les collections permanentes. Ça permet de faire dialoguer, voilà. Et donc, vous voyez, il y a toujours une programmation très riche à la Cité, 4 ou 5 expositions par an, de tailles différentes, bien sûr. Et alors, l'art avec François Morellet. Oui. Artiste plasticien, François Morellet, qui est pleinement plongé dans l'architecture. Oui. Son art est... en tout cas, les dimensions s'intégreront formidablement, bien je sûr. pense. Des sculptures, un jeu avec ses néons sur les gares. C'était un artiste de l'espace public aussi. C'est un artiste de... Voilà, donc cette exposition s'intitulera Traits d'esprit parce que on trouve que ça le caractérise bien, les traits, l'esprit. Et là, c'est pareil, il y aura tout un parcours dès le hall, dans nos collections permanentes, en bas comme en haut, pour montrer le lien entre art et architecture. Dans l'architecte, il y a art. Et donc ça, nous y tenons à la Cité, cette dimension créative de l'architecture. Mais on sait bien aujourd'hui qu'on a dépassé le simple geste architectural, l'objet qui est posé là, que l'architecte est un chef d'orchestre, aussi des transformations spatiales, urbaines. Et c'est toujours ces 2 choses qu'on veut montrer à la Cité. À la fois l'architecte comme artiste, mais aussi dans un contexte. On construit pas pareil dans le sud, dans le nord de la France ou dans les différents pays dans le monde. Le contexte écologique aujourd'hui, ou bien le contexte des normes. Voilà. Tout ça, c'est notre rôle de montrer comment finalement l'architecte répond à une commande, à un geste artistique et s'inscrit dans un contexte très mouvant, notamment dans l'époque qui est la nôtre. Oui, incertaine. Alors justement, et c'est cet équilibre-là qu'on montre. Mais François Morellet, on sera dans cette esthétique et on profitera aussi des points d'interrogation, de la façon dont il titille l'espace en le décalant. Voilà, et c'est ça aussi notre réflexion. Oui. Alors, il y a aussi la programmation d'une expo qui s'intitule Patrimoine en résistance de Tombouctou à Odessa. On parle aujourd'hui, on a une actualité très bousculée, on est dans une époque fragile, on peut le dire. Violente, on peut le dire. Très violente, inquiétante. Oui. Et donc, vous vous emparez du sujet. Oui. C'est le rôle de la Cité aussi. C'est sa singularité, défendre les causes. Oui. Et donc, ça existe pas ailleurs dans le monde, ce genre de démarche? Je ne sais pas. Je pense que ça correspond aussi à notre mission de service public, je le disais, de répondre aussi à des questions sociétales, au sens large du terme. Le patrimoine, nous l'admirons, et il est soumis, bien sûr, à des dégradations qui sont de tout type. Cette exposition-là va porter spécifiquement sur les destructions liées aux guerres. Évidemment, on avait été marqué par les Bouddhas en Afghanistan, bien par la Syrie aussi, et l'Ukraine qui, avec Odessa, voilà. Et donc, on montrera tous ces sujets-là. Ça fait partie de notre rôle. Je voudrais
essayer de dire, on dira, ah, c'est un sujet grave, un sujet lourd, mais c'est notre rôle est aussi de défendre des causes. Je crois que ça, c'est très important de le rappeler. Mais l'exposition sera très immersive. Alors, il faudra faire attention à ne pas jouer comme ça sur une fausse émotion, mais il y aura quand même on passera aussi par l'émotion pour faire comprendre ce qui se passe. Et l'idée de les expositions, c'est de dire, bon, il y a détruire, mais donc c'est effacer. Mais il y a aussi l'idée de tous les gens qui sauvent pendant ce temps-là, on le voit dans les musées en Ukraine, etc. Et puis ensuite qui réparent. Oui. C'est effacer, sauver, réparer, autour de grands films aussi, de grands films qui nous plongeront dans aussi ce qui s'est déroulé pour qu'on voit comment les sites étaient avant et comment ils sont après, et pour qu'on comprenne également le choc que ça fait sur les populations. C'est pour ça qu'il y aura également des œuvres d'artistes contemporains, là aussi, qui travaillent à partir d'objets, de personnes déplacées, par exemple. Oui, vous allez titiller la souffrance aussi, que ça représente. En tout cas, peut-être que j'utiliserai pas la même expression, mais en tout cas, oui, il faut montrer les effets psychologiques des destructions, mais aussi la capacité ensuite de rebondir, la capacité ensuite des peuples à se dire comment finalement à partir de ce qui est une souffrance, la guerre ça fait des souffrances physiques, les morts, les blessés, les viols, mais ça fait aussi une souffrance très forte qui est plus que symbolique, qui est celle de la perte d'un héritage et d'un patrimoine, et qui est parfois visé pour ça, parce que ça affaiblit la mentalité, le moral d'un peuple quand on touche à ces grandes œuvres. Et puis ça revient pas. Donc ça, c'est tout ce qu'on va montrer dans une exposition, mais qui est une exposition qui se veut aussi vraiment compréhensive pour tout le monde et pour le grand public qui va voir effectivement comment on travaille sur ces sujets-là, comment on peut ensuite réparer du patrimoine. Je veux aussi là toujours projeter dans l'avenir finalement la cité. Alors, en débat, je vous propose un petit temps de réflexion. Vous avez dit il y a un an, à l'heure où une architecture confite dans un passé idéalisé, limitant de façon drastique toute créativité, en voulant uniquement promouvoir un style néoclassique, nous devons plus que jamais rappeler le rôle de la création architecturale et le défendre. Je vais vous poser cette question, mais comment mieux convaincre de cette nécessité de vivre en adéquation avec son temps, dixit la créativité, voire même de convaincre les jeunes architectes à l'heure où le théoricien Régnier de Graaf publie son manifeste Architecture Against Architecture, suivi du laïus. L'architecture telle que nous la connaissons pourrait bien toucher à sa fin, affirme-t-il. Donc, les architectes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. La profession est déconnectée de la réalité, obsédée par les architectes vedettes et refuse de s'adapter aux changements sociaux, politiques et économiques plus larges. Dans un manifeste provocateur en 14 points, il appelle à la syndicalisation, à un âge de retraite obligatoire. Bref. On voit qui est visé. Voilà. Explique pourquoi nous devrions arrêter de construire et se demande si un architecte devrait refuser un projet pour des raisons morales. Il faut toujours habiter. Oui. De toute façon. Donc, il provoque. C'est clair. Comment, pour convaincre sur l'utilité publique d'une architecture en adéquation avec son temps, ne faut-il pas justement rassembler la discipline autour d'une vision claire, ancrée, qui embrasse le care et l'objet architectural contextualisé, l'un et l'autre ne pouvant finalement être décorrélés. Voilà. Il faut savoir de quoi on parle, on peut pas... Les débats sur l'architecture sont anciens. Oui. C'est le rôle aussi de la cité d'exposer les controverses. Donc lorsque nous recevons des personnalités, nous mettons en avant les débats qui traverse le monde de l'architecture et du patrimoine, parce que c'est notre rôle, de montrer en fait tout ce qui se passe. Et donc ce type de débat, nous les avons évidemment à la Cité. L'architecture, c'est toujours un peu posé la même question quand même, qui était de mettre à l'abri. Au début, les hommes ont construit comme ça pour se protéger des éléments, et puis ensuite l'architecture a évolué. Mais de toute façon, le fait de s'abriter et confronter aux éléments, au contexte, aux ressources disponibles localement, a toujours été
une réalité de la construction. Et d'ailleurs, les stars architectes ou les architectes vedettes, comme ils les appellent, c'est assez récent si on se penche sur l'histoire mondiale. Et si on compare, puisque les noms des architectes n'ont pas toujours été connus. Pas pour la jeune génération, parce que ils disent que c'est déjà obsolète. Vous avez raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un moment où on ne connaissait pas le nom des architectes. L'architecte star, comme ça commence à la modernité. On peut dire que le premier architecte star, c'est Le Corbusier au XXe siècle. Il y avait bien sûr les grands architectes de la Renaissance, mais on ne se souvient pas des noms des architectes quand on les connaît, des constructeurs, des bâtisseurs de cathédrales, par exemple. Donc, même si on en connaît certains, on les connaît pas tous. C'était des œuvres collectives. Et donc, c'est très différent. Après la Renaissance, apparaît l'architecte comme, évidemment, plus individualisé, comme l'artiste. Et ça continue progressivement. Et ça culmine peut-être, on peut le dire, au XXe siècle. En même temps, moi, tous ces thèses, qui disent qu'il y a la fin de l'architecture, à un moment où on doit construire des millions de logements, par exemple en France, où il en manque. C'est une réalité. C'est un paradoxe. Mais je pense qu'on peut le résoudre. Oui, l'architecte a un rôle différent. Il est désormais plus au sein d'un collectif. Oui, mais c'est important. C'est important de le défendre. Avec les paysagistes, avec les sociologues, avec les habitants, avec les élus. Il est beaucoup plus un chef d'orchestre. Oui, il travaille beaucoup plus à partir de l'existant. Déjà là, 50 à 60% des opérations d'architecture sont aujourd'hui dans du bâti ancien ou en tout cas dans un tissu. Donc évidemment, et oui, il utilise des matériaux géosourcés ou biosourcés. Donc on sait très bien que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de l'architecture parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de l'ère humaine. Notez d'ailleurs que l'architecture, ça a toujours été le cas. La révolution industrielle a produit une révolution architecturale, c'est-à-dire par exemple des nouveaux matériaux, le préfabriqué, etc. À chaque fois qu'il y a eu des phases dans l'histoire industrielle, technique de l'humanité, il y a eu des conséquences pour l'architecture. C'est aujourd'hui le cas, et donc évidemment on construira pas demain comme on construit aujourd'hui. Je pense que ce débat, on s'en nourrit, on le montre très bien à la Cité dans plein de conférences et d'expositions. Il faut porter, je pense, une parole qui est qu'il y a une architecture, l'architecture existe, elle existera toujours, mais évidemment elle se renouvelle en permanence. Bon. Pour 2027, vous avez déjà des idées, j'imagine ? Ah, c'est l'anniversaire de la Cité, c'est les 20 ans de la Cité, donc on aura tout au long plein de surprises, un esprit un peu, j'espère qu'on arrivera à irriguer un peu un esprit de festival dans la Cité pour qu'il y ait des événements, que les gens viennent, se croisent. Moi, j'ai envie que la Cité soit aussi comme ça, une maison commune, ouverte, une plateforme, un endroit qui fédère, voilà, un endroit où on se rencontre, qui soit un peu un point d'appui, un réflexe. Et donc voilà, quand il y a plein d'événements, c'est aussi le moment de discuter, de parler. Donc on a plein d'idées. On fera notamment une exposition là sur l'écologie, une grande exposition qui sera sur la nature en ville, à partir des jardins, les cités ouvrières comme les jardins haussmanniens à Paris, inspirés de Londres, et comment la nature, finalement, arrive en ville. Voilà, cette exposition, c'est quand la nature arrive en ville. Elle n'a pas encore de titre défini, mais c'est ce qu'elle montrera. Et aujourd'hui, avec le grand travail des paysagers, donc de la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, comment, finalement, le vivant, au début, était copié. Si on pense à Guimard, qui par ses feuillages copier la nature pour avoir envie qu'elle soit présente sur nos bâtiments, à Paris notamment, mais pas seulement, bien sûr, dans l'Est de la France. L'art nouveau, à échelle européenne. L'art nouveau, et en Belgique, évidemment, l'art nouveau. Donc de montrer cette idée que la nature c'était une nature quand même idéalisée et par la construction, et comment progressivement, par les grands jardins et maintenant par le paysage, on fait rentrer la nature. Oui, et puis par ce désir aussi, ce dérèglement climatique qui nous remet au centre finalement de ce que l'on est à la racine. Et pour toujours être dans le dialogue, il y aura une exposition du Centre Pompidou qui est fermée pendant cette période-là, qui va exposer une 50aine d'œuvres à la Cité de l'Architecture. Magnifique exposition qui prendra des chefs-d'œuvre de la collection Pompidou, qui sera mise en regard de nos propres chefs-d'œuvre, faisant dialoguer ainsi Niki de Saint-Phal avec le jugement dernier d'un Tintin. Bon, de l'humour dans le... il y aura beaucoup d'humour. Voilà. Il y aura beaucoup d'humour. Dans la gravité. Il y aura l'idée du seuil, parce que le seuil, c'est important en architecture, c'est très important à la Cité. On a quand même pas mal de tympans, on n'a évidemment pas que ça, mais il y a l'idée de ce qui est dedans et ce qui est dehors. C'est quand même le principe de l'architecture. Comment on rentre progressivement dans un bâtiment, qu'on pense à l'Opéra de Paris de Garnier, absolument magnifique. C'est comment
on arrive à la salle, hein, c'est toute la question, et là c'est à quel point c'est réussi, mais à la cité c'est quand même ça, le seuil du profane et le seuil du sacré. Quand on est dans l'église, on est bien sûr dans le sacré, puis avant on est dans le profane. Et donc là, on va essayer de jouer avec certaines œuvres aussi qui sont profanes sacrées et qui permettent des franchissements aussi avec la collection Pompidou. Voilà. Et qui jouent sur les lumières aussi, il y aura un peu de tout, hein, bien sûr. Ça donne très envie. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous êtes, vous, particulièrement sensible à l'art, justement, en architecture. Est-ce que vous avez envie de développer un petit peu ? C'est une question qui l'architecture est très présente. nous environne, mais on n'a pas conscience. C'est pourtant le plus important parce que c'est le seul art auquel on n'échappe pas. On peut ne pas écouter de musique, on peut ne pas aller au cinéma, on peut ne pas lire de livres. C'est dommage, hein, tout ça, mais on ne peut pas ne pas voir l'architecture. Puisque quand on traverse un espace public, il est formé par les 4 ou 5 ou 3 bâtiments qui l'entourent. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que tout le monde s'en fout. Exactement. C'est un paradoxe. Ça, c'est le premier paradoxe, la vision, mais c'est aussi le corps. C'est le rapport au corps. L'architecture fait beaucoup à nos corps. On ne s'en rend pas compte. On a du mal à le verbaliser. Mais on se sent plus ou moins bien dans un espace. Et ça, c'est quand même très frappant. Un espace mal conçu, intérieur comme extérieur. D'ailleurs, des espaces publics qui sont menaçants, qui sont inquiétants, et d'autres où tout d'un coup on respire. Et c'est pareil à l'intérieur. Comment l'architecte modèle les matériaux, joue des volumes, utilise la lumière pour finalement qu'on se sente bien dans un espace. C'est ça l'architecture, c'est le corps dans l'espace et le corps en mouvement dans l'espace. On a plusieurs choses entre notre corps nu et notre environnement. D'abord les vêtements, etc. Et puis il y a ensuite tous les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. Alors, ça, c'est compliqué à expliquer, etc. Donc, et puis l'architecture, c'est toujours ce côté technique. Il y a aussi l'ingénierie qui parfois éloigne un peu, effraie le public. L'idée de dialoguer avec les arts, c'est une idée de trouver d'autres points d'entrée dans l'architecture et de compréhension. L'architecture est une matière qui a besoin de médiation. Tout ce que nous faisons pour les publics à la cité, les scolaires, les groupes, ont beaucoup de succès. Tout ce qui est fait là a beaucoup de succès. Parce que quand il y a un médiateur, tout d'un coup, ça devient palpitant, passionnant, et on comprend. Et même, c'est très beau quand on voit quelqu'un qui comprend quelque chose qui lui faisait peur et qui, en fait, peut être assez simplement expliqué. Mais l'art, la musique, la littérature, l'art contemporain, la danse, c'est aussi de dire, tout d'un coup, j'appréhende autrement un espace et je peux après le comprendre, l'analyser. Et d'ailleurs, les architectes travaillent beaucoup avec des artistes contemporains. Fabienne Verdier, que nous exposons en ce moment, elle avait conçu une œuvre pour une tour à la Défense. Quand je discute avec des architectes, ils me parlent très souvent d'artistes contemporains ou d'artistes. D'ailleurs, ils se réfèrent aussi souvent à des artistes plutôt qu'à des architectes. Et c'est toujours, évidemment, certains tiennent à y mettre des œuvres à l'intérieur de leur bâtiment. Et puis, certains faisaient les deux. Quand on pense à certains architectes qui étaient aussi dessinaient des meubles, peignaient des fresques, etc. Donc, au départ, l'artiste, architecte était complet. Il était parfois, d'ailleurs, dans la Renaissance, sculpteur également. Donc, c'est ce lien-là. Je veux remettre l'architecture comme discipline artistique, le premier des arts, selon certaines classifications classiques, peu importe, mais en tout cas le remettre au cœur de la société et au cœur de la création, avec les autres. Et ça permet ensuite d'avoir moins peur, entre guillemets, de l'architecture qui pourtant conditionne beaucoup de nos existences. Oui. Vous avez à peu près des jauges de fréquentation sur les différents types d'expositions, sur la partie muséographie? Bien sûr, on a des jauges. Alors notre fréquentation a beaucoup progressé en 2025, comme elle avait déjà progressé en 2024. Donc on a eu beaucoup plus de visiteurs. On fait 13% de plus en 2025 qu'en 2024, qui était déjà une progression de 14%. Il y a de plus en plus de monde à la cité. On sait très bien qu'il y a certains types d'expositions qui attirent plus que d'autres. Lesquels ? Par exemple, les grands magasins, les arts déco. Les arts déco, les grandes expositions transversales, plus que des expositions d'architectes. Par exemple, elle a un succès, elle rencontre quand même son public. L'exposition sur les quartiers de demain, aujourd'hui, les 10 projets. Mais c'est sûr que c'est une exposition qui fera à la fin moins de visiteurs que d'autres. Mais moi, je veux pas m'arrêter à ça. Bien sûr que attirer le public fait partie de nos objectifs prioritaires. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que notre mission, c'est de faire partager le goût et la connaissance de l'architecture. Et donc, il faut que nous parlions à la fois au grand public
et au public spécialisé. Il faut que nous parlions à toutes les générations, les familles, les enfants, mais aussi à un public qui fréquente les musées parfois plus âgé. Et il faut que nous, finalement, parlions à toutes les franges de la société, quelle que soit sa conception de l'architecture ou du patrimoine. Donc on sait très bien que le patrimoine, c'est pas tout à fait le même monde que l'architecture. Eh bien, nous, notre rôle, c'est de nous adresser aux deux. Oui, justement, moi j'ai le souvenir que j'ai fait les Beaux-Arts à Nantes. La partie patrimoine et architecture contemporaine était, dans cette stimulation d'un milieu artistique, c'était assez séparé. D'un côté, il y avait les classiques et de l'autre côté, il y avait les créatifs. Je trouve que ça s'est vraiment brassé et dynamisé, et on a compris que l'architecture dite historique, elle était aussi soumise à l'altérité, donc avec des questions de conservation, de changement d'usage, etc. Ce qui a remis, je dirais, les pendules à l'heure, ou en tout cas redonné le sens peut-être un peu plus des réalités, et qui a créé plus de porosité. Est-ce que c'est pas un peu fragile? Comment vous le ressentez, ça? Non, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a vraiment maintenant une réconciliation possible de ces deux mondes. Au fond, le patrimoine, c'est de l'architecture contemporaine qui s'est figée dans le temps. Exactement. Ça a été contemporain à un moment. Et déjà, on dit que certains Grecs trouvaient le Parthénon horrible quand il a été construit, en se disant pourquoi ils construisent un bâtiment sur cette colline qui était très bien sans rien. Bon, donc il y a toujours eu cette contestation et toujours des personnes pour trouver que ce qui était fait avant était mieux et que on va vers le moins bien, etc. Bon, je pense aujourd'hui que ça a changé pour plusieurs raisons. D'abord parce que la greffe contemporaine est mieux admise dans le patrimoine, même s'il y a des polémiques, même si ça reste polémique et controversé. Mais quand même, on a vu des musées ce qui est pas mal, oui, ce qui est pas mal, qu'il y a la polémique, le débat. Oui. On a vu quand même des musées avec des greffes contemporaines très belles, des extensions réalisées par des architectes. Bon, donc il y en a eu ailleurs qu'en France, mais il y en a eu en France aussi. Et donc quand même maintenant cette idée d'une greffe contemporaine sur un bâtiment qui a besoin d'être par exemple rénové, étendu, mis aux normes handicapées, tout simplement, et aux normes incendie et aux normes écologiques. Tout ça, ces triples normes sont quand même une pression énorme sur le patrimoine existant, puisqu'il faut bien le prendre en compte. Et puis, même si le patrimoine ancien est parfois très résistant en termes écologiques. La pierre, c'est un très bon isolant. Mais voilà, c'est la durabilité. On a des leçons sous nos yeux. Tout à fait. Il y a une architecture qui a peut-être été moins durable à une certaine période, mais et puis, comme je vous le disais, les architectes construisent de plus en plus au sein d'un tissu construit. Maintenant, il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas la table rase, c'est quand même rare. Ça peut arriver, mais on s'insère toujours dans un tissu urbain, à côté d'un autre bâtiment, voire parfois à partir de, comme on le dit, j'aime pas trop ce terme de déjà là, mais enfin de l'existant. Bon, et donc je crois que ces deux éléments-là permettent une réconciliation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'architectes qui s'interrogent pour avoir une formation continue en matière de patrimoine. C'est un grand sujet qui anime le monde de la formation. Pas forcément faire une école de plus, comme l'école de Chaillot que nous avons, mais c'est 2 ans, c'est 50 personnes à l'issue d'un concours. Donc, mais parfois peut-être prendre certains des modules qui sont faits à Chaillot ou dans d'autres DSA patrimoine pour les proposer, les exposer, voilà, et dire que finalement on a une formation, tout le monde serait formé d'une certaine manière au patrimoine. Ça me paraît indispensable. Et puis également le monde du patrimoine maintenant regarde et accepte et a intégré des éléments qui ont été contestés à une époque et qui sont acceptés. Regardez quand même la pyramide du Louvre, regardez certains éléments qui ont défrayé la chronique et qui sont totalement intégrés au paysage parisien ou des autres villes françaises. Donc tout ça évolue quand même. Souvenons-nous que Garnier avait initié une pétition contre la Tour Eiffel. Lui-même, grand architecte de l'opéra, mais c'est aussi parce que c'était un ingénieur qui avait fait la Tour Eiffel, c'est pour ça. Mais c'était la grande bataille qui est encore vivace aujourd'hui. Mais là aussi, les doubles cursus, il faut réfléchir de toute façon. Aujourd'hui, notre monde nous oblige à jouer collectif. Ça, je crois que c'est quand même un impondérable. Ouais, enfin, de temps en temps, il y a des poussées de caractère. Je veux être optimiste, mais je ne suis pas naïf totalement. Alors, un dernier volet sur la cité de l'architecture, vous l'aviez un peu évoqué au début, la cité hors les murs. Donc, vous faites des partenariats avec des institutions dans les territoires pour,
apporter votre savoir sur l'architecture et le patrimoine. La Cité de l'Architecture est un bâtiment qui est à Paris, mais qui n'est pas parisien. C'est un équipement national. Nous sommes financés par l'État, donc par le contribuable national, il faut jamais l'oublier. Et donc évidemment, l'une de mes priorités est de tourner la cité vers les territoires pour la mettre au service, en fait, de tout le monde. Donc nous signons des partenariats avec des lieux d'exposition dans tous les territoires. J'ai soutenu un festival du Conseil régional de l'Ordre des architectes en Nouvelle-Aquitaine. C'est une première. Et je souhaite lancer un appel à projet sur des démarches dans la ruralité, notamment, dans nos campagnes, pour voir comment la cité pourrait les valoriser, les aider, soutenir certaines de ces initiatives. Nous avons mis en place un programme avec l'Ordre des architectes qui avait aussi cette dimension-là, un maire, un architecte, un projet. Et donc un maire vient nous parler d'un projet avec l'architecte qui l'a réalisé. C'est extrêmement intéressant, passionnant, et nous allons le faire aussi dans les territoires, c'est-à-dire que c'est la cité qui va proposer ces conférences-là dans tout le territoire national. Il y a énormément de projets pour projeter la cité dans le territoire, c'est-à-dire pour être aussi un laboratoire des expérimentations réussies qui se déroulent dans nos collectivités, parce qu'on sait bien que c'est partout sur le territoire en France que s'inventent les architectures de demain. Oui, et c'est une manière aussi de stimuler la culture et bien sûr. Voilà. Et ça marche très bien. Et puis grand dans public. et puis dans les concours de marché public, parfois il y a des comment dirais-je, des filtres qui sont pas forcément sachants. Et je trouve que c'est intéressant d'aller secouer un petit peu. Non, mais les citoyens, quand ils sont dans des jurys, etc., tout d'un coup se passionnent pour le concours, pour la. Oui. Ça, ils demandent à être accompagnés, mais je crois qu'il y a une vraie demande de mieux comprendre. Voilà. Alors c'est facile de dire, comme je vous le disais, l'architecture nous entoure, c'est beau, c'est moche. Bon, ça en art, on a toujours la possibilité, la subjectivité. Mais je crois que l'accompagnement permet une compréhension et de voir pourquoi l'architecte a dû faire ça, comme ça, parce que le terrain était pas droit, parce que la lumière vient de là, et que si on avait tourné le bâtiment différemment, mais en fait on n'était pas bien exposé, ce qu'on ne voit pas forcément soi-même du premier coup d'œil. Et donc toute cette compréhension-là, elle nécessite un accompagnement. Mais lorsque, par exemple, les jeunes architectes sont exposés dans des villes, il y a beaucoup de monde, ils peuvent venir, faire venir leur famille, faire venir des amis, les élus viennent, font venir des gens, et là tout de suite on a une stimulation locale autour de l'architecture qui peut être très porteuse. Voilà. Apprendre à voir, disait Bruno Zevi. Ça reste évidemment, et ce qu'il disait d'ailleurs lui aussi, surtout lui, sur le rapport du corps et de l'espace, reste tout à fait valable. Ouais. En conclusion, qu'auriez-vous envie de faire passer comme message tout à chacun d'une part, et puis aux étudiants en architecture d'autre part? J'ai toujours un petit mot pour eux en fin d'émission. Et puis face à cette actualité, il va falloir qu'on sorte de ces angoisses multiples. Ce serait bien. Si vous le permettez, je vais peut-être commencer par la deuxième partie. Aux étudiants d'école d'architecture, j'ai envie de leur dire de ne pas avoir honte de ce beau mot d'architecture, qu'évidemment elle sera différente, qu'elle sera pensée avec les autres, mais dans un monde évidemment compliqué, difficile, mais qu'ils ont beaucoup de choses à nous proposer et un grand rôle à jouer. Je crois vraiment que l'architecte, qui est au cœur du social et du spatial, va avoir un rôle qui s'accroît. Je ne méconnais pas la crise que traverse la profession, les difficultés qu'elle rencontre, mais je suis persuadé qu'à long terme, justement dans cette instabilité, l'architecture a encore beaucoup de choses à nous dire et à nous apporter. Et à tout le monde, j'ai envie de dire de ne pas avoir de réticence face à ce qui peut parfois faire reculer. Et il y a une connotation négative qui est liée à un certain type d'architecture qui a parfois rebuté. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, laissez-vous emporter par l'architecture, parce que elle vous entoure, elle joue un rôle plus important peut-être que vous ne le pensez, et donc venez participer et venez nous dire ce que vous pensez du musée, des expositions ou de l'architecture en général, parce que c'est très intéressant pour nous d'avoir des retours du public sur tout ce que nous faisons. Donc j'ai plutôt envie de dire que une nouvelle architecture, une architecture différente, a encore un rôle immense à jouer dans la société. Ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.